chiffres, on a des chiffres. C'est écrit tellement petit, difficile à lire. Ce que ça dit, en fait, c'est que, ce que je comprends, c'est qu'il y a différentes méthodes pour calculer le salaire moyen. Là, on parle de, finalement, ils considèrent que, effectivement, l'équivalent ETP, qui est une méthode de calcul, dit qu'au Québec, un médecin gagne 383 000, en Ontario 326, dans le Canada, la moyenne, c'est 345. Le ratio Québec-Ontario est en faveur du Québec à plus 17,3 %. Mais en fait, ce que dit la Fédération des médecins omnipraticiens, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette méthode-là. Que la seule valable, en fait, c'est une autre méthode. Que cette méthode-là, ETP, ne s'applique pas au Québec car elle ne prend pas en compte, je lis leur déclaration, là, elle ne prend pas en compte le fait que, contrairement aux autres provinces, les médecins de famille du Québec sont très présents à l'hôpital, dans les urgences, les soins intensifs, les soins palliatifs. Et selon la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ça serait beaucoup plus, 330 000 le revenu moyen réel brut. Voyez-vous comment que c'est compliqué? Hein? C'est ça. Écoutez, ça reste des très bons salaires, on s'entend-tu? On s'entend. On parle de santé beaucoup, et avec raison. On parle aussi d'éducation parce qu'il y a une nouvelle ministre d'éducation. Et il y a toujours des enjeux. On vous a parlé à cette émission des familles là, qui ont des enfants qui ont besoin de services particuliers et qui doivent aller dans des écoles, des francophones. Là. Hein, tu te souviens, Fred? Oui. Et puis, la maman qui était venue témoigner ici, ces enfants ont dû s'inscrire dans une école anglaise pour avoir droit à des services qu'on ne lui donnait pas dans son école en français. Alors là, vous avez vu, les conséquences des compressions de la CAQ en matière d'éducation se font sentir. Les familles le disent. Il y a plusieurs parents d'enfants qui ont des besoins particuliers qui déplorent justement qu'ils ont perdu ces services-là. On parle ici de soutien en classe, on parle d'orthophonie, d'éducation spécialisée. Et là, ils s'inquiètent du progrès de leur enfant. C'est exactement le témoignage de cette mère qu'on avait eue. Aujourd'hui, il y a une conférence de presse avec le porte-parole en éducation de Québec solidaire. En fait, c'est son nouveau rôle qui s'est donné, là. Gabrielle Nadeau-Dubois, qui est avec nous d'ailleurs et qui est accompagnée de Marie-Julie Lantier, qui est une maman, justement, maman de Samuel, qui a 7 ans, qui est un enfant autiste, qui a un trouble sévère du langage, qui a un déficit d'attention, qui a une hypersensibilité sensorielle et qui fait qu'il a besoin de services. Tous ces services-là, visiblement, il les a perdus. Alors, vous êtes là tous les deux. Gabrielle Nadeau-Dubois, merci d'être là. Marie-Julie Lantier, merci beaucoup de prendre le temps. Je commence, si vous me permettrez, Marie-Julie, je vais commencer avec le député de Québec solidaire, Gabrielle Nadeau-Dubois. Juste un petit mot sur la santé, parce que Oui. là, vous voyez, là, il se passe tellement de choses en ce moment, je ne peux pas faire autrement que de vous demander votre avis là-dessus. Là. Oui. Ben moi, je suis pas mal tanné. Je pense que bien des Québécois, bien des Québécoises sont pas mal tannés de ces affrontements-là qui sont presque devenus une espèce de rituel au Québec où les fédérations de médecins et le gouvernement se pointent du doigt, se lancent des chiffres par la tête. Honnêtement, comme citoyen, comme citoyenne, on y perd, on perd le fil un peu, là. Je vous regardais tantôt vous-même essayer de comprendre les déchiffrer. chiffres qu'on vous a présentés. Je veux dire, il est temps que les médecins et le gouvernement s'assoient, règlent leurs problèmes pour s'assurer que les Québécois et les Québécoises aient accès à des soins de santé gratuitement dans des délais raisonnables. Et je vais vous dire, je pense que dans cette situation-là, tout le monde a son bout de chemin à faire. Tout le monde devrait mettre de l'eau dans son vin parce on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Et c'est Mais franchement là, moyenne frustrant pression, pour les là. gens qui paient des impôts, Ouais. et qui s'attendent à être soignés gratuitement dans des délais raisonnables au Québec. C'est des moyens de pression des médecins. Là. On va arrêter Ouais. d'enseigner aux plus jeunes. Moi, je serai ni dans l'équipe des médecins, ni dans celle du gouvernement, là. Moi, je suis dans l'équipe des patients, puis les patients, en ce moment, ils reçoivent pas les soins dans des délais raisonnables, puis gratuitement. Et c'est de ça dont on devrait s'occuper. Ouais. Puis là, en matière d'éducation, ben là, Ouais. vous avez la maman avec vous, vous avez Marie-Julie Lantier, j'ai envie de commencer avec vous là-dessus parce que parlez-moi Oui. un peu de votre fils Samuel puis de votre situation là, actuellement. Oui, ben en fait, je suis maman de Samuel, un petit garçon de 7 ans, neuroatypique, avec plusieurs diagnostics, là, beaucoup de défis dans la vie de tous les jours. Puis l'année dernière, on était en classe régulière avec beaucoup de spécialistes. On a fait des plans d'intervention spécialisés pour lui. Samuel devrait être en classe spécialisée.
Par contre, avec les coupures, ben, cette année, ce sera pas possible. Puis, ce que j'ai entendu, c'est que Samuel serait dans une classe régulière, mais dans une classe régulière avec du soutien. Sauf que cette année, à la rentrée scolaire, malheureusement, c'est pas ça qui est annoncé, là. Samuel n'a pas de soutien en classe et toutes les élèves, en fait, de cette école-là et tout ce que je comprends, tous les élèves des commissions scolaires ont pas les soutiens qu'ils devraient avoir. Qu'est-ce Donc, que ça a je comme me impact sur lui et sur vous? Ben sur moi, c'est beaucoup de travail qui a été investi, beaucoup de la vie professionnelle qui avait été laissée de côté pour donner plus de soutien à Samuel. Mhm. Puis je suis pas la seule maman là dans ce cas-ci, c'est-à-dire que quand il y a des problématiques à l'école, on appelle les parents, donc les parents doivent quitter pour aller chercher leur enfant. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de mise en place, beaucoup de plans d'intervention, beaucoup de choses qui ont été émis mais qui malheureusement, probablement qu'il va y avoir une régression au niveau de mon fils ou au niveau des autres élèves qui ont des besoins particuliers, qui perdent leur service actuellement parce que le soutien est plus là. C'est des enfants qui sont très, très sensibles au changement et aux routines, donc il y a une problématique. Est-ce que votre fils vous démontre qu'il ressent ça, qu'il ressent le changement, le manque? Oui, la dernière semaine, ça a été difficile. Hmm. Il le montre probablement moins à l'école. Samuel, c'est un petit garçon qui est très réservé. Et ce que j'entends, c'est que Samuel aime pas le regard des autres en ce moment parce Hmm. que les autres enfants vivent pas la même situation que Samuel, hein. Samuel, son cerveau fonctionne différemment des autres enfants. Puis j'ai un professeur extraordinaire qui s'occupe du mieux qu'elle peut de Samuel, mais ça prendrait des ressources pour aider cette professeure-là. Tu sais, Complètement. c'est là aussi la problématique. Donc oui, il faut aider mon fils, mais il faut aussi aider les professeurs et le personnel qu'il y a dans ces écoles-là. Donc, Puis ça peut pas juste le être un ressenti, autre adulte par classe, comme on a déjà entendu. Ça prend une ressource spécialisée, là. ça prend une ressource spécialisée. Les professeurs ont une base sur ce que c'est un enfant neuroatypique, mais ils doivent intervenir sur des façons plus spécifiques. Ils n'ont pas le temps Ouais. d'intervenir avec des enfants comme ça. C'est là où le personnel scolaire a besoin absolument d'avoir un soutien supplémentaire pour pouvoir prendre le temps, parce qu'on peut pas prendre juste le temps pour mon fils. On doit Ben prendre le non, temps aussi pour les autres élèves. exact. C'est Donc, pas bon pour personne, c'est ça. Ouais. non. Puis comme Gabriel m'a mentionné plus tôt dans la journée, un ou l'autre des choix sera pas le bon choix parce que les Justement, enfants doivent être accompagnés, que ce soit un besoin neuroatypique ou un besoin régulier, les deux se doivent d'être accompagnés. Gabriel Nadeau-Dubois, vous avez décidé que vous, là, vous alliez être le porte-parole de QS en éducation, que pour votre dernière année d'école, Mhm. Ouais, ça allait être votre devoir. ouais, Euh, ouais. c'est terrible, ça. Puis, C'est sincèrement, moi, terrible. je compatis beaucoup avec Marie-Julie, puis avec tout. J'en ai eu, là, des mamans qui sont venues ici, puis il y a des papas aussi qui nous ont appelés, tu te souviens, Fred? Ben oui, complètement. Puis, Là. C'est vraiment pas un cas isolé. Là. non, non, vraiment, il doit y en avoir des Non. centaines, au moins, de gens là, qui Oui, vivent ce que vous vivez, puis c'est terrible, puis ça n'a oui, pas de bon sens. Gabriel Ouais. oui. Nadeau-Dubois, là-dessus, j'aimerais ça vous entendre. Ben, Qu'est-ce que vous pouvez faire? bon, l'histoire de Marie-Julie, elle fend le cœur. Je veux dire, on parle d'un petit gars, Samuel, qui s'il est bien accompagné, là, si on lui donne ce qu'il a besoin comme soutien, mais il est capable d'avancer dans son parcours scolaire. Il rentre en deuxième année euh, cette année. Donc, si on fait ce qu'on a à faire comme société pour accompagner le petit Samuel, il peut avancer dans la vie. Mais si on décide de ne pas le faire, parce qu'on coupe les budgets, ben, Samuel risque de régresser. Il va perdre les avancées qu'il a faites l'an prochain parce qu'il ne C'est sera pas complètement. accompagné cette année. Et moi, je salue le courage de Marie-Julie d'être venue à l'Assemblée nationale avec moi aujourd'hui, d'avoir interpellé la ministre, d'être ici avec vous. Merci d'ailleurs de l'avoir invité. Mais des parents comme ça, là, il y en a des milliers au Québec, il y en a des Ouais. dizaines de milliers. Moi, je reçois des centaines de courriels dans ma boîte courriel de parents, de profs, de direction d'école qui voient les impacts des coupures de la CAQ et qui se disent c'est pas possible qu'en 2025, on sabote comme ça le potentiel de tellement d'enfants qui devraient avoir les mêmes chances que les autres de réussir leur vie,
mais qui ont besoin, oui, d'un petit coup de pouce supplémentaire. Malheureusement, l'histoire de Marie-Julie, c'est pas une exception. On en voit de plus en plus dans toutes les régions du Québec. Ben, la mission de l'école, c'est de répondre aux besoins de tous les élèves et le fils de Marie-Julie a le droit d'avoir des soins spécialisés. Là. C'est pas juste un petit coup de pouce. Il faut vraiment une éducation spécialisée. Là. C'est une éducation spécialisée. Oui. Vous avez... J'espère... Oui. Ben, moi, ce que je souhaite, là, c'est que le témoignage de Marie-Julie, et il suffit d'aller sur les médias sociaux pour en lire des centaines d'autres similaires. Là. J'espère que ces témoignages-là vont mettre fin à la communication complètement, j'ai envie de dire presque orwellienne là, qu'on a eue du côté du gouvernement de la CAQ sous le règne de Bernard Drinville, où on disait il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de coupure. Dans les faits, le réinvestissement qui a été annoncé au mois de juillet, il est conditionnel, puis il est conditionnel notamment au respect d'un plafond de personnel. Et c'est ce plafond-là de personnel qui empêche les écoles en ce moment d'embaucher des effectifs supplémentaires, des TES, des orthopédagogues, des orthophonistes, des travailleurs sociaux pour s'occuper des enfants comme Samuel. Cette condition-là doit sauter. Et si Mme Lebel veut commencer son mandat comme ministre de l'Éducation du bon pied, bien, c'est ce qu'elle doit faire, annoncer que les sommes qui ont été annoncées cet été vont être envoyées dans les écoles et qu'on va permettre aux écoles d'embaucher du personnel supplémentaire. C'est parce ça que dont nos enfants ont pour besoin. resituer tout le monde, là, Gabriel Nadeau-Dubois, on parlait de compression de 570 millions de dollars. C'est ce qu'avait annoncé au début de l'été Bernard Drinville, au mois de juin. Là, après ça, il y a tollé, hein? Là, il dit, pétition, etc. Le monde s'est plaint, puis il l'a fait savoir avec raison. Là, il a dit, OK, on va réinvestir. En fait, quand tu annonces des compressions, tu peux pas parler vraiment de réinvestissement, là. C'est juste que tu coupes pas. Mais c'est pas de l'investissement. Le mot, là, était très mal choisi pour un ministre de l'Éducation. Il ne s'agit pas d'investissement. Oui. Il s'agissait de ne plus couper ce qu'on avait dit qu'on couperait. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'il coupe pareil, c'est ça? Et la preuve, Marie-Julie, c'est ça? Exactement. Donc, le réinvestissement qui, vous l'avez bien dit, n'en était pas vraiment un. C'était plus le maintien de l'investissement qui était prévu avant la coupure. Mais il faut savoir que même donc ce soi-disant réinvestissement-là, il est conditionnel. Il est conditionnel à quoi? Il est conditionnel au respect par les centres de services d'un plafond de personnel. On a dit que vous avez un nombre d'heures maximal que vous pouvez dépenser en heures travaillées là, dans vos écoles. Et mais au-delà de ça, vous ne pouvez pas embaucher une personne de plus. Donc, autrement dit, M. Drinville a dit, je vous envoie de l'argent, mais il a mis l'argent dans un coffre, puis il a mis un cadenas sur le coffre. Moi, ce que je demande à Mme Lebel, c'est d'enlever le cadenas pour que cet argent-là puisse être dépensé par les écoles pour embaucher du personnel supplémentaire. Personne qui veut que cet argent-là soit dépensé en bureaucratie, là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de libérer les fonds pour que les écoles puissent embaucher des gens pour s'occuper de nos enfants. Elle était au Conseil du Trésor, Sonia Lebel, Fred. J'imagine que... Il y a des gens qui oui, réagissent. Plusieurs personnes qui réagissent. Je vais poser la question pour les gens qui questionne le niveau de la rigidité du système scolaire. La personne nous écrit, le système scolaire est très rigide, il y a eu des coupures, ils ont été annulés et remis, mais pourquoi est-ce que le système ne peut pas s'ajuster? J'imagine qu'il y a une question de rendre peut-être plus flexible, donc plus adaptable le système déjà en place, ou il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Les gens se serrent la ceinture, on se pose des questions sur les finances publiques. La solution, c'est de rendre le système plus efficace, plus agile, ou d'aller chercher de l'argent ailleurs. Si oui, où? Bon, il y a beaucoup de questions dans votre question, mais c'est comme un résumé de plusieurs commentaires. C'est ça. on va manger l'éléphant par bouchée. Là. Fait que, première étape, est-ce que le système est trop rigide? Ben, d'abord, essayez de ne pas être rigide quand on change votre budget à chaque 2 mois. C'est ça qui est arrivé. Là. Au mois de juin, on a dit il y a une coupure. Au mois de juillet, il n'y a plus de coupure. Au mois de juillet, là, je veux dire, on est au milieu de l'été. Les plans d'effectifs là, pour l'année scolaire qui commence en septembre sont faits au mois d'avril. Donc, je veux bien qu'on demande aux écoles de bien faire leur travail, de bien gérer leurs affaires, mais quand le gouvernement, le patron, change d'idée tout le temps, c'est difficile de bien planifier la gestion de tes équipes de travail quand les budgets changent comme ça. Il y a un manque de prévisibilité dans le financement de l'éducation. Et ça, si vous demandez aux directions scolaires, si vous demandez aux profs, si vous demandez aux centres de services scolaires, ils vont tous être d'accord avec ça. On l'a vu nous-mêmes. Ou des syndiqués. Il manquait plus de 3000 enseignants en début d'année. Il y a des gens qui se sont fait dire une semaine avant qu'il allait avoir une charge. Comment ça se fait, ça? Donc ça, c'est pour toute la question de la rigidité. Après ça,
on entend beaucoup les politiciens parler de la bureaucratie, la bureaucratie. Bon. En moyenne, là, dans les centres de services scolaires au Québec, là, les frais, les dépenses administratives, là, c'est autour de 4-5 % en moyenne du budget. Là. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire des économies dans ce 4-5 % Sans doute. Puis que moi, je m'attends à ce que les centres de services scolaires les fassent. Mais vous comprendrez qu'il y a une limite à ce qu'on peut comprimer ce petit 4-5 % de dépenses. Donc, quand il y a une tempête de neige, il faut qu'il y ait des fonctionnaires qui envoient un message aux parents pour dire que l'école est fermée. Tu sais, je veux dire, il y a quand même un minimum de services administratifs qu'il faut maintenir pour que les écoles continuent à fonctionner. Puis s'il faut faire des efforts de ce côté-là, qu'on en fasse. Mais on ne peut pas retirer 500 millions, un demi-milliard du système d'éducation et penser que ça n'aura pas d'impact sur les services aux élèves. C'est juste absolument impossible. La bonne blague, là, c'est même que dans les coupures initiales de M. Drainville, là, pour certains centres de services, là, le montant total qu'on leur demandait de couper était plus élevé que le montant total que ces centres de services-là donnent à leurs services administratifs. Autrement dit, ils auraient pu fermer les bureaux, puis ils n'auraient même pas encore atteint la cible de coupure. C'est qui va s'occuper du transport scolaire s'il n'y a plus de bureau avec des gens dans l'administration, je veux dire, c'est complètement absurde. Il faut arrêter de se faire mener en bateau par le discours des politiciens qui nous disent tout le temps qu'il y a de la bureaucratie épouvantable dans le système scolaire. C'est pas si vrai que ça. Et surtout, on ne peut pas couper un demi-milliard en pensant que ça n'aura pas d'impact sur les élèves. C'est clair. Merci beaucoup, Gabrielle Nadeau-Dubois. Marie-Julie, très rapidement, on termine. Avez-vous espoir pour Samuel? J'ai espoir, j'ai espoir pour tous ces enfants-là. Puis j'espère que tous les parents vont avoir le courage de se lever haut et fort et de le dire, elle est où la problématique? C'est pas un luxe. Hein? Ce sont des enfants, ce sont l'avenir du Québec. Et je vais reprendre une phrase que j'ai répétée beaucoup aujourd'hui à Gabrielle. Si on veut que notre pyramide soit solide, ça prend une base. Donc, cette base-là, ce sont nos enfants. Voilà. Ben, vous me donnez l'occasion, en tout cas, de faire un suivi là-dessus, sur cette histoire. On va certainement, Florence, on va appeler au cabinet de la nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, qui est bien au fait des chiffres. Elle était présidente du Conseil du Trésor. Fait que ça devrait aider. Et vous savez, moi, Madame Maréchal, ce qui me donne espoir, c'est de voir des mamans comme Marie-Julie qui, malgré un quotidien chargé, c'est pas facile de s'occuper d'un enfant qui a des défis comme Samuel. Puis malgré ce quotidien chargé-là, parti à 5 heures du matin de Montréal ce matin pour être à Québec avec moi aujourd'hui. Parce qu'elle fait ça pour son gars, puis elle fait ça pour tous les autres enfants du Québec. Moi, ça me donne de l'espoir pour la suite des choses. Marie-Julie Lantier, merci beaucoup. Vous saluez Samuel et toute votre famille. Merci beaucoup. Beaucoup d'empathie pour toutes les familles du Québec qui vivent ce que vous vivez. Gabrielle Nadeau-Dubois, merci. Merci bien. Lâchez pas. C'est bien ça que vous occupez de l'éducation. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Tu peux compter sur moi. Merci beaucoup. Merci. Fred, tu voulais rajouter? Ben non, mais une phrase, le Claude de Mont-Saint-Grégoire qui dit: plusieurs TES et orthopédagogues ont vu leurs heures coupées et ont quitté le système. Alors, un autre témoignage que ça a un impact sur le terrain. Écoute, il y en a tellement. Là. Écoute, on va en tout cas talonner Sonia Lebel là-dessus. Et puis, on vous tient au courant de ce suivi. Tout de suite après la pause, c'est vendredi. On allait quasiment oublier qu'on avait la belle visite d'Antoine Joubert, puisque c'est le service à l'auto du vendredi.